Une des choses qui a précipité en fait aussi cette recherche sur le nucléaire du futur, ça a été la crise pétrolière. Parce que donc en 72-73, vous avez cette soi-disant les méchants arabes qui coupent le pétrole aux très bons occidentaux, alors que c'est en fait les compagnies pétrolières qui voulaient se renflouer, qui ont fait la guerre, organisé une guerre au Proche-Orient pour bloquer le canal de Suez, et Aramco, Arab American Oil Company, qui a mené la fronde des gens qui ont coupé le pétrole. Donc, du coup, le prix du pétrole a explosé. Donc il y a des pays qui ont dit bon, le pétrole c'est bien joli, mais peut-être on pourrait quand même faire autre chose, notamment dans le domaine du nucléaire. Donc en France, notamment, c'est le moment où on a vraiment mis le paquet pour accélérer le programme électronucléaire français, qui aujourd'hui donne 78% d'électricité, pas de l'énergie, hein. Ça fait 17% de l'énergie totale, puisque la société ne consomme pas que l'électricité, on consomme beaucoup d'hydrocarbures par ailleurs. Euh, mais donc, à ce moment-là, disons, il y a eu vraiment eu un face-à-face entre d'un côté, effectivement, des gens qui ont dit, voilà, il y a une crise, pourquoi pas la surmonter en faisant ce saut technologique. De l'autre côté, il y avait les financiers qui ont mis sur pied le Club de Rome, qui ont dit, regardez, il n'y a plus de pétrole, donc maintenant c'est fini la croissance, maintenant il faut la croissance douce ou la croissance zéro, il faut arrêter de faire des enfants, parce qu'un enfant, évidemment, ça, ça bouffe beaucoup, ça bouffe tout, quoi. C'est une peste. Ça pollue en plus. Donc il y a eu ce face-à-face et donc il y a... Alors en partie, disons, c'est une bataille qui est toujours, disons, à cette époque-là au moins, il y avait vraiment une riposte encore de, de dire, ok, hein, le nucléaire ça existe, on peut vraiment faire quelque chose avec. Il y a eu cette confrontation. Euh, donc par exemple en France, dès 73, donc les Russes, en plus, il y a aussi la politique de tous les empires, c'est que dès que le voisin développe quelque chose d'intéressant, on est bien obligé de se mettre dedans pour le contrôler, pour éventuellement travailler avec lui pour mieux le saboter en fait. Donc si les Russes commencent à faire des tokamaks, et si ni les Anglais, ni les Américains, ni les Français avaient des tokamaks, c'était un peu la panique, quoi. Parce que euh, donc dès 73-76, donc à Paris, donc à Fontenay-aux-Roses, on a fait un des plus grands tokamaks de l'époque, qui faisait 1 m3 de plasma, qui n'est plus en fonction depuis 86. En Belgique, en 76, on a fait un tokamak ici à Bruxelles, à l'ULB. Et comme souvent, quand on fait un truc intelligent en Belgique, on appelle ça Erasmus. C'est-à-dire, ça s'appelait le Erasmus. C'était le tokamak de Bruxelles. On appelait aussi le tokamak universitaire. Parce que, bon, ça n'a pas vraiment... Je vais vous montrer des photos. Vous voyez, ça, c'est le tokamak Erasmus. Ça ressemble à ma cuisine. Mais c'était extrêmement... Alors, par exemple, aujourd'hui, à Lausanne, en Suisse, il y a un tokamak à l'école fédérale de Polytechnique de Lausanne. Parce qu'évidemment, si vous avez une machine comme ça dans la cuisine, quand vous avez une idée, vous pouvez aller le tester dans la cocotte minute. Donc en Belgique, ça a été abandonné parce qu'après, il y a cette idée de l'Europe qu'il faut une coopération internationale. Donc les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne ont travaillé ensemble sur un autre tokamak à Jülich en Allemagne. Mais je pense que ce serait une des choses qu'on pourrait proposer nous, c'est de faire un Erasmus 2 et de remettre un tokamak, parce qu'il y a des laboratoires de la physique de plasma donc en Belgique. Il y a des entreprises belges qui travaillent actuellement pour ITER, qui est le grand projet de tokamak européen, donc à Cadarache en France. Mais en tout cas, ce tokamak Erasmus, il a contribué à l'histoire de la fusion, puisque toute la question du début, c'était ok, on crée on a notre champ électromagnétique, on introduit le deutérium, et maintenant il faut essayer de le chauffer. Alors pour le chauffer, donc il y a 3 méthodes pour le chauffer. Le premier, c'est de remonter les courants
en fait, parce que par induction, en fait, depuis les lois d'Ampère, vous savez, si vous avez une solénoïde, c'est le principe d'un dynamo, hein, vous avez une masse dans une bobine, c'est que si vous... Il n'y a jamais d'électricité sans champ électromagnétique. Si vous avez un champ électromagnétique, vous mettez une masse dedans, vous créez un courant électrique. Et inversement, si vous avez un courant électrique, vous pouvez créer un champ électromagnétique autour. C'est deux phénomènes qui sont pas deux phénomènes différents, c'est le même phénomène on a eu tendance à théoriser de façon séparée. Mais donc, si on augmente la puissance des électroaimants, on crée en fait un courant électrique dans le plasma. Ça, c'est évidemment le truc génial, c'est que le plasma, il est hyperconducteur. Donc ça, c'est une façon de chauffer le plasma. La deuxième idée, ça a été de dire, bon, on va prendre un accélérateur de particules, un canon à neutrons, et on va bombarder des neutrons là-dedans. Et la troisième idée, qui est surtout venue donc du Erasmus en Belgique, c'était par micro-ondes. Ben, j'ai envie, on va prendre le four à micro-ondes, hein, s'il faut chauffer. Non, je plaisante. En tout cas, ils ont les micro-ondes, donc, et toutes sortes de rayonnements ont été utilisés pour chauffer le plasma. Donc, dans le modèle qu'on est actuellement en train de construire à Cadarache, en France, disons, tous ces... Parce que j'ai essayé de voir un peu, si vous regardez tout l'historique en fait des tokamaks, c'est que chaque nouveau tokamak en fait va profiter de l'expérience de la machine précédente. Parce qu'aujourd'hui il y a un grand mensonge. On dit oui, mais ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on dit que dans 50 ans on aura la fusion. Et ça n'arrive jamais. Alors qu'en réalité, je vais vous montrer pourquoi ça n'arrive pas. Mais que sur le terrain, les scientifiques ont bossé dur. Et il y a eu des progrès absolument énormes qui ont été faits. C'est-à-dire que on estime que sur une échelle de 10, entre le début de 68 du premier tokamak et arriver à la fusion commercialement exploitable, on a fait 90% du voyage. Il reste 10% à faire. Donc, quelque part, c'est pas le moment de lâcher. Parce qu'on est... Alors... donc Fontenay-aux-Roses, ensuite donc le 76 le Erasmus à Bruxelles, mais bon vers 78 donc on a fait le PLT, le Princeton Large Tokamak, c'était mais vers 78 il y a déjà à peu près une centaine de tokamaks dans le monde. C'est-à-dire, moi j'avais pas pris conscience que je voyais ça plutôt comme un oiseau rare, mais là c'était vraiment... Dire 100 tokamaks, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait 100 laboratoires dans le monde qui travaillaient sur la physique des plasmas et qui avaient une machine à leur disposition pour faire des expériences. Et donc en 78, donc, le Princeton Large Tokamak obtient 60 millions de degrés, qui est quand même 4 fois la température du Soleil. D'accord, ce qui est pas rien. Ensuite, donc, après je vais en parler, après aux États-Unis, il y a ce truc-là est saboté en fait, parce que non, je vais vous expliquer à la fin. En tout cas, aux États-Unis, pour des raisons politiques, c'est arrêté. Alors que toute la presse, après cette histoire de Princeton, quand Princeton a eu 60 millions de degrés, mais toute la presse américaine disant ça y est, on a montré que la fusion, ça peut marcher. On a, il dit c'est terminé, on n'a plus besoin de réfléchir. C'était quasiment, on n'a plus besoin de réfléchir. Maintenant, il suffit de le faire, quoi. Parce qu'avant, ça paraissait complètement hallucinant, on veut dire. Faire 60 millions de degrés, comment est-ce qu'on va gérer ça? Que dirait ma belle-mère? C'était le drame. Donc ensuite, il y a, les recherches sont concentrées pas mal sur l'Europe, où il y a eu le Joint European Torus, le JET, à Culham en Angleterre.
Alors le jet, c'était très intéressant pour deux raisons. C'est que d'abord, parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que les réactions, jusqu'à maintenant, jusqu'à Princeton, on est dans les réactions deutérium-deutérium. Le jet, c'est le premier tokamak qui a commencé à utiliser le tritium, qui a un potentiel beaucoup plus grand encore. Les réactions deutérium-tritium sont beaucoup plus intéressantes que les deutérium-deutérium. Donc le jet a montré que c'était possible, puisqu'en fait le tritium, il faut le produire sur place. Je crois on peut l'utiliser pendant 10 heures, une fois qu'on l'a produit. Il a une demi-vie extrêmement courte. Donc il faut prendre du lithium, le bombarder, en faire du tritium. Donc il faut produire du tritium sur place pour pouvoir l'utiliser dans le réacteur. Et le jet a montré qu'on pouvait le faire. Donc ça, c'est en 83. Alors vient ensuite, petit à petit, on s'amène vers la fin de la guerre froide, où pour des raisons qui n'ont probablement pas beaucoup à voir avec les individus en question, mais avec une partie des élites dans les deux pays, il y a eu en 85 un accord entre Gorbatchev et Reagan, qui chacun avait des politiques dont on peut discuter, pour dire on va faire ensemble, pour les buts communs de l'humanité, la fusion, c'est un des buts communs de l'humanité, c'est d'avoir une énergie abondante, bon marché, pour tout le monde. Et donc il y a les décisions d'abord à Genève et une réunion, ensuite à Reykjavik, il y a la décision de faire ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor. À cela s'ajoutent donc les Russes en 88. En 88, les Russes vont faire le premier tokamak, bonjour, avec des supraconducteurs. Donc ça, c'est une autre découverte qui va pas mal booster en fait tout le processus. C'est la supraconductivité. Vous savez que si on descend les températures à moins 260, il y a des conducteurs comme le cuivre où il n'y a plus de perte sur le transport de l'énergie à cause de ce qu'on appelle la supraconductivité. Donc tout cela va... Les vrais scientifiques, dès qu'on trouve un nouveau principe, ils vont repenser tout ce qu'ils ont pour intégrer les nouvelles découvertes dans... Parce que très souvent, on a quelque chose qui a l'air pas mal, mais on n'a pas les matériaux pour le mettre en œuvre. Donc tous les 30 ans, tous les 50 ans, il faut tout repenser avec les nouveaux matériaux et faire tout ce qu'on n'a pas pu faire marcher avant, tout d'un coup pourrait éventuellement marcher. Donc les Russes, donc l'Institut Kurchatov à Moscou construit le premier tokamak avec des supraconducteurs. Et en France, donc à Cadarache, déjà en 88, on fait un des plus grands tokamaks du monde, qui s'appelle le Thor Supra. Je ne sais pas qui parmi vous a déjà entendu parler de Thor Supra. Moi, j'ai découvert une semaine. Tellement la presse nous informe sur l'avancée des sciences, etc. Alors, c'était un... Donc là où le Fontenay-aux-Roses, c'était 1 mètre cube, le volume du tokamak, là on est dans un tokamak qui fait 25 mètres cubes de volume. Alors c'est important, pourquoi? Parce que de plus que le tokamak est grand, de mieux, selon les théories actuelles, on pense il prend un volume optimal. Plus qu'il est grand, mieux il peut marcher. Ensuite, donc, il y a le jet. Alors, déjà, donc, le jet, il est fini en 91. Et le jet, lui, c'est 100 mètres cubes. Donc, ça fait encore plus grand. Et dans le jet, on va dépasser donc le seuil du rendement énergétique. C'est-à-dire le jet va avoir un bilan énergétique positif de 1,5 à 2 mégawatts. C'est-à-dire qu'on a prouvé qu'on peut produire de l'énergie avec l'hydrogène organisé dans un plasma. Ça, c'est démontré. Donc, depuis 91, on a démontré ça. Alors évidemment, 2 mégawatts, c'est pas grand-chose.
Un EPR, une centrale nucléaire en France, ça fait autour de 1000 à 1200 mégawatts, hein. Donc là, c'est encore très modeste, mais on avance. Vous voyez, chaque fois, on est en train de grimper. Alors, donc ce grand projet du jet, de l'ITER, imaginé en 85, etc., il faut attendre 92, donc 7 ans après, avant qu'il y ait la première décision de mettre ça en œuvre. Et là, on vient de commencer les travaux il y a 2 mois. Et il y aura 10 ans de travaux. Non, mais évidemment, il faut faire la conception. C'est la faute de l'architecte qui était trop lent. Parce qu'il fallait des années pour faire les plans et pour que tout le monde soit d'accord. Donc au début, c'était les Russes, les Américains, les Européens. Après, les Américains se sont barrés. Après, il y a les Chinois qui sont arrivés, donc les Américains sont revenus. Il y a les Indiens, il y a etc. Et en tout cas, si aujourd'hui il y a énormément d'intérêt pour Mira en Belgique, donc à Mol, c'est parce qu'un certain nombre des matériaux qu'on va mettre en œuvre dans ITER, en fait, on est en train de les tester ici en Belgique, dans Mira. Pourquoi? Parce que le plus grand problème, c'est pas la chaleur, c'est les rayonnements. C'est-à-dire que quand vous avez des matériaux comme ça qui sont soumis à les rayonnements, bombardement de neutrons, c'est pas évident. Alors, donc 94, vous avez le TFTR qui est à Princeton. Donc, vous avez de nouveau un tokamak qui lui va produire 16 MW. Donc, ça fait quand même 8 fois plus que le jet. Donc, c'est déjà plus important. Après, les gens du jet ont dit, bon, voilà, on s'y remet. Et eux aussi, ils ont produit 16 MW avec des nouvelles expériences. Et après, donc en France, en 2003, le TOR Supra, donc avec les Russes et les Français, avec la supraconductivité, ils arrivent à produire une réaction de fusion pendant... je ne raconte pas de bêtises, pendant 1000 secondes. C'est-à-dire 4 minutes 40. Alors, ce qu'il faut bien voir, ce que je veux montrer par ça, c'est que, en fait, le défi aujourd'hui, c'est qu'on a tous ces tokamaks et tous ces... Et en fait, chacun, comment dire, il y a un ensemble de critères. On appelle les critères de Lawson, qu'il faut réunir dans une seule expérience. C'est-à-dire il faut la taille, il faut la densité, il faut la chaleur. ITER, il va marcher à 100 à 150 millions de degrés, donc 10 fois la température du Soleil. Après, il faut la durée. Après, il faut trouver un système. Dans ITER, par exemple, on va tester un système qui s'appelle le divertor, qui a été développé par les Russes, parce que vous avez la fusion des isotopes d'hydrogène, vous créez de l'hélium, l'hélium, il tombe en bas, il faut le récupérer, il faut le sortir. S'il remonte dans le plasma, tout saute. Il y a des formes d'auto-organisation de la matière qu'il faut gérer. Il y a, si vous voulez des problèmes, allez-y, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'à maintenant, donc, si vous prenez ces 40 ans d'expérience dans la fusion par confinement magnétique, c'est que toutes ces machines, tu vois, il y en a un qui va avoir les températures qu'il faut. L'autre, il va avoir la durée. Le troisième, il va arriver à la densité. Le quatrième, il aura la taille. Le cinquième, et là, le challenge, en fait, qu'on s'est donné avec ITER, c'est de faire une machine où on va réussir à utiliser tout ce qu'on a appris sur les autres machines pour créer les conditions combinées pour que tout marche. Il y aura la taille, il y aura la densité, il y aura la chaleur, il y aura tout dans une machine. Donc c'est un énorme défi, c'est pas gagné d'avance. Mais j'ai voulu vous dire ça parce que, y compris moi-même, j'étais dans l'idée que, voilà, depuis 50 ans, on en parle en glandouille et qu'il n'y a pas de progrès. C'est faux. Il y a eu énormément
Disons, tous ces gens-là ont bossé dur, avec des moyens certes limités, mais ils ont fait des choses, ils ont réussi à démontrer un certain nombre de critères qui font qu'on est dans une position relativement bonne. Alors, bon là vous avez une idée de la taille donc, de ITER. Ici vous avez un homme. Oui, ça c'est les aimants. Donc le bâtiment d'ITER, il fait 50 mètres de haut. C'est un Thor qui fait 30 mètres. C'est le plus grand, c'est le plus grand instrument scientifique jamais construit dans l'histoire de l'humanité. Après celle de l'expérience physique. Oui, non, après il y a des cyclotrons et Oui. en tout cas du point de vue du tokamak, ça c'est le divertor, ici on crée un mini plasma là, en bas qui est chargé de récupérer l'hélium en bas. Alors, donc c'est un ensemble qui fait, je sais plus, il faut construire 39 bâtiments autour. En fait, évidemment, tout ça c'est en cryogénie parce que les aimants sont refroidis. Vous imaginez construire une machine qui peut résister à 150 millions de degrés. Donc ils sont littéralement, les parois sont refroidies à moins 260. Les aimants sont 4 Kelvin. Et ensuite, après, il y a encore de l'eau qui tourne, qui est pompée à très grande vitesse. On fait pomper de l'eau pour refroidir la chose, évacuer l'eau, le mettre dans des piscines, etc. C'est assez complexe. Ça marchera pendant 20 ans, mais en temps d'expérience, c'est 400 heures. Alors, le coût au début est évalué à 5-6 milliards. Aujourd'hui, on est à 15 milliards. Qui n'est pas grand-chose. C'est 5 Kerviel. Kerviel, c'est l'homme qui a fait perdre 5 milliards à la Société Générale, qui est toujours là, qui n'a pas de problème. Oui. C'est légitime cette augmentation du coût ou bien c'est. Ce qu'il faut voir. Non, ce qui est pas légitime, c'est qu'on ne donne pas encore beaucoup plus aux autres. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui disent déjà, si on me donnait 10 millions si on me donnait déjà 1 million par an pendant 10 ans, je vous ferais déjà des centrales nucléaires au thorium. J'en connais un comme ça. C'est-à-dire que. Et c'est idiot parce que, par exemple, parce que là, on est dans la fusion de première génération. C'est-à-dire c'est deutérium, tritium. Pour aller dans l'espace, dans ces deux générations-là, il y a énormément d'émissions de neutrons. Et les neutrons, c'est méchant. Parce qu'il faut... D'abord, on ne peut pas les canaliser, ça part dans tous les sens. Et deux, c'est très nocif. Donc il faut se protéger contre les neutrons. Comme les dentistes le font. Après, la question c'est... non, c'est les rayons X. Mais... Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on appelle une couverture. Par exemple, on peut enrichir de l'uranium classique si on le met autour de la centrale à fusion. Puisque le combustible fertile, il va absorber les neutrons, donc on va enrichir l'uranium grâce à un réacteur de fusion, par exemple. Ou on peut transformer du thorium-232 en thorium-233 et en uranium-233. C'est-à-dire faire du thorium un combustible qu'on peut utiliser dans les centrales nucléaires. Donc il faut bien voir que... Mais ça, c'est une pensée complémentariste. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans la pensée ça c'est mieux et ça c'est mauvais, etc. C'est que dans chaque domaine où on avance, tout de suite, il y a des possibilités de conjugaison et de complémentarité. Maintenant, si on veut aller dans l'espace, l'avantage de la fusion troisième génération, c'est de voir des réactions deutérium-hélium. Et à ce moment-là, on n'est plus dans les neutrons, on est dans les protons. Et quand on dit proton, on dit on a une expulsion, c'est-à-dire c'est un jet, on peut avoir un jet de protons,
Et à ce moment-là, on peut des moteurs pour aller dans l'espace extrêmement efficaces. Parce que c'est direct, c'est plus d'abord de l'énergie, après le transformer en électricité, après le redépenser. On sort de... Donc voilà, ça c'est notre... Alors ça c'est un autre modèle. C'est pas un tokamak qui a eu un accident de voiture. C'est un stellarator. Alors un stellarator, ça part toujours de l'idée que c'est un champ de confinement magnétique, mais il veut être sympa avec le champ magnétique. Non, il veut être sympa avec le plasma. Donc ils ont étudié, modélisé par ordinateur, les comportements. Parce qu'un plasma, c'est quelque chose qui, contrairement à toutes les lois de Boltzmann et tout ça, les théories statiques des gaz, c'est qu'en fait, vous savez, quand vous commencez à faire bouillir de l'eau, ça fait des bulles. Hein. C'est pas linéaire. Les plasmas, c'est pareil. Il y a des phénomènes d'auto-organisation de la matière. Et donc eux, ils ont... Ça, c'est développé en Allemagne, c'est le 7X, Stellarator. Donc ils ont commencé à étudier les structures d'auto-organisation du plasma. Ils ont essayé de faire un champ de confinement qui gère d'une façon plus efficace en fait ces phénomènes de troubles dans le plasma. Certains pensent que c'est très prometteur et que l'ITR c'est pas bon. C'est un débat. C'est pas tranché. Donc ça c'est un peu ce que je disais. Donc si vous prenez tout, vous voyez là vous avez ça c'est les japonais, ça c'est l'allemand ou les belges ont travaillé. Non, les belges ont travaillé sur le textor. Vous voyez là c'est la. Ici vous avez l'ignition ITER. Donc là vous allez être dans la température de 150 millions de degrés. Là on est dans le jet. Vous voyez, le break-even. Ça c'est le seuil donc, de rendement énergétique positif qui commence à partir de là. Donc ce que je voulais montrer là, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez 68, vous voyez là, tout ce Tor supra est là, avec les supraconducteurs. Et là, on est 68, là, on est 89, 98. Vous voyez, depuis 30 ans, vous voyez, on va dans la bonne direction. Et chacun, comme je disais avant, chacun a apporté sa pierre sur une compréhension du phénomène. Et l'idée, évidemment, avec l'ITER, c'est de réunir tout ça dans un seul, au moins essayer. Après, il y a un autre réacteur prévu qui s'appelle DEMO. Et encore, on n'est pas encore dans les prototypes, hein, on est dans des démonstrateurs. C'est-à-dire que ITER, c'est un démonstrateur pour démontrer qu'on puisse faire marcher la fusion et l'utiliser commercialement. Donc ce qui ça donne comme perspective, là je me répète, c'est l'énergie dense et abondante, dessalement de l'eau de mer, qui est quand même le premier problème qu'on a sur Terre, qui est le problème de l'eau, qu'on pourra résoudre si on a de l'énergie bon marché pour traiter l'eau qu'on a et le rendre potable. Voyage dans l'espace. Alors là aussi, j'ai trouvé un interview avec un vieux de la NASA. Et vous savez, en 1972, on a arrêté la série Apollo, avec Apollo 17, qui était la dernière envoi d'un homme dans l'espace, des Américains. Mais en fait, dans les cartons de la NASA, déjà, ils avaient complètement planifié Apollo 18, Apollo 19, Apollo 20, avec des moteurs nucléaires. Parce que le plan initial de Von Braun, c'est pas aller planter un drapeau sur la Lune et rentrer chez maman. Le plan de Von Braun, c'est de faire de la Lune un laboratoire, un chantier de travail pour apprendre à évoluer dans l'espace et aller sur Mars. Mais pour aller sur Mars, c'est pas avec les carburants actuels. Les carburants actuels, c'est 3 mois pour y aller, 3 mois pour revenir. Et
vous laisse pas beaucoup de temps. Ça ne vous laisse pas le temps de faire les courses là-bas. Alors qu'avec un moteur nucléaire, les déplacements dans l'espace deviennent quelque chose d'envisageable. Si on apprend vraiment aussi à gérer les rayonnements cosmiques, qui est quand même... vous savez, les astronautes sur la Lune, ils ont failli mourir quand ils sont partis juste avant une tempête solaire. S'ils avaient été là... disons, la première chose qu'on devrait faire dès qu'on retourne sur la Lune, c'est de se mettre dans les souterrains. Être à l'abri des... Non, non, c'est pas gentil. L'espace, c'est le pôle Nord, puissance 3000. C'est extrêmement agressif. Ensuite, on a un instrument qu'on connaît, qui s'appelle une torche à plasma. Alors, une torche à plasma, donc le principe, c'est relativement simple. C'est-à-dire, je prends, par exemple, vous allez au Maroc, dans le désert, vous prenez 1 mètre cube de sable, qui est tout rouge. Pourquoi? Parce qu'il est bourré de cuivre. Seulement, ce cuivre, on ne peut pas l'extraire avec les méthodes qu'on a aujourd'hui. On prend 1 mètre cube de sable du désert, on le met dans une machine à fusion, on va le gazifier. Une fois qu'on a des gaz, on peut séparer les gaz, on peut recomposer les éléments de base qui sont dans la matière. On peut sortir le cuivre, le silicium, etc. On peut recomposer littéralement les matériaux. Ça veut dire que, vous voyez par exemple aujourd'hui, pour faire un maglev, c'est quasiment impossible parce qu'il faut mettre des tonnes de cuivre à des coûts prohibitifs, parce que vous avez un moteur électrique déroulé, vous avez un rail qui est tapissé de cuivre, donc ça coûte 100 millions de kilomètres. Et encore, je ne pense pas que c'est forcément la bonne idée de prendre tout le cuivre qu'on a aujourd'hui pour faire ça, puisqu'on peut l'utiliser pour faire des tokamaks, par exemple. Mais si on fait une torche à plasma, on aura, et c'est ce que Christine a expliqué avant, c'est qu'une fois que vous créez une source d'énergie plus dense, en fait, c'est-à-dire la fusion, c'est pas seulement de l'énergie, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'on peut recomposer des matières, on peut faire des carburants synthétiques, on peut couper la matière dans des éléments plus petits, on peut faire des isotopes, de choisir vraiment les matériaux qu'on a besoin. On peut casser tous les déchets nucléaires, on peut prendre tout le plutonium, tous les actinides mineurs là, qui nous empestent, tous ces déchets radioactifs qu'il faut stocker là, pendant 300 000 ans. Là. Ben, on les prend, soit on les brûle, soit on les transforme en matériaux utiles pour l'avenir. Et en tout cas, j'ai été très impressionné de voir que la NASA avait déjà... La NASA, dans le projet NERVA, ils ont développé 20 types de centrales nucléaires pour faire marcher des vaisseaux dans l'espace. Qu'ils ont construit, hein. C'est pas juste sur le papier, hein. C'est qu'on a les photos des réacteurs. Donc tout ça, ça a été avec l'assassinat de Kennedy et donc toute la coupure. Vous voyez, cette époque charnière, 72-73, c'est vraiment un moment où tout a basculé et où ce lobby malthusien pessimiste, ils ont pris le contrôle sur les choses. Ensuite, il y a aussi évidemment l'utilisation des explosifs nucléaires à des fins pacifiques. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des explosions atomiques tout en gérant et en limitant et en annulant les rayonnements pour, vous savez, quand on fait des gros tunnels ou des canaux, on peut utiliser des explosifs. Aujourd'hui, on le fait. Évidemment, les explosifs nucléaires, ça a une puissance incomparable avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc là aussi, il y a des choses à creuser. Fusion Never. Ça, c'est le programme de nos ennemis. Alors là, vous voyez donc le fameux point de rupture, là. Oui. Là, vous avez 72, vous avez... et ici, ça c'est donc l'évaluation. Il y avait plusieurs hypothèses budgétaires. Qu'est-ce qu'on allait dépenser pour la fusion ou pas? Ça, c'était en disant, si on veut vraiment faire la fusion, voilà ce qu'il faut dépenser.
Ça, c'est bon, pas mal, on augmente. Vous avez modéré, agressif et accéléré. Donc, c'est plusieurs hypothèses. Ça, c'est le niveau. On maintient le niveau de 78, dès qu'on dépense 100 millions de dollars par an. Surnommé la fusion, on ne l'aura jamais. Ça, c'est les dépenses d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait moins que ce qu'il faut pour ne pas l'avoir. Vous voyez, on dépense aujourd'hui, ça c'est la politique américaine, hein, c'est les dépenses des États-Unis en recherche pour la fusion. Aujourd'hui, non seulement ils dépensent moins, donc aujourd'hui, ils dépensent moins pour la fusion qu'en 78. Donc c'est vraiment la honte. Alors nous avons la rouge que vous voyez là, donc dès cette époque a été au centre de cette bataille parce qu'il avait tout de suite compris que c'était la clé de la survie de l'humanité et de pas parce que c'est magique et l'énergie, je sais pas quoi. C'est pas un truc de secte, c'est un truc de survie très pas très ésotérique, très pratique. Et donc, on a créé, dans ces années-là, on a créé la Fondation pour l'énergie de fusion, avec d'autres scientifiques, notamment avec Robert Moon, qui c'est pas le fondateur de la secte Moon, c'est un des grands scientifiques américains spécialistes du nucléaire. On a créé donc une fondation, et ici, donc, c'est la réunion de notre organisation avec McCormack. McCormack, c'était un député démocrate qui était totalement pour le nucléaire, pour la fusion, et qui a donc... Attends, je ne sais pas ce que j'ai entre... Lui, il a introduit donc en... Vous savez qu'en 1976, vous avez l'élection de Jimmy Carter. Et juste à la fin de Jimmy Carter, il y a McCormack. Donc il y a tous ces résultats de Princeton, où ils ont 60 millions de degrés. Et lui, il dit, bon, maintenant, la fusion, on y va. Il fait une loi pour financer la fusion. Cette loi est votée par le Congrès, par les députés, par les sénateurs. Carter perd l'élection en 80 et Reagan entre. Reagan qui n'était pas le pire des êtres humains, mais il amène avec lui la révolution conservatrice. On veut payer moins d'impôts, il y a trop d'argent dépensé dans les programmes publics. Donc, qu'est-ce qu'on coupe? Ce qui ne rapporte pas tout de suite. Donc, alors, bon, on n'était pas loin. donc, la loi McCormack que le Congrès a voté, le Sénat a voté, le président a signé la loi. Jimmy Carter a signé, on va dépenser, non pas 200 millions, mais 800 millions, 1 milliard. On va dépenser 1 milliard par an pour la fusion. Liquidé. Et là, on finit par croire qu'il y a des complots quand même. Parce que... Alors, comme vous savez, donc, la Belgique a une relation intime avec le nucléaire, notamment parce que, à cause de l'héritage colonial, c'est-à-dire que au Katanga, il y avait des minerais d'uranium d'une richesse, d'une densité inégalable dans le monde, et qu'en 1940, donc, il y a la grande crainte que Hitler développe la bombe atomique avant les pays des Alliés. Donc la Belgique en 1939, elle attend une décision des États-Unis. Et donc, elle prend 100 tonnes d'uranium, elle met dans un bateau, elle met dans le port à New York. Et elle loue un petit bureau, et elle met un fonctionnaire belge qui est là, qui a un bureau et qui attend. Et donc, en 1940, donc, Roosevelt finalement prend la décision, poussé par Einstein, de faire la bombe atomique. Et Roosevelt dit, bon, maintenant, il faut trouver des gens qui peuvent nous vendre de l'uranium, quoi. Appelez les Belges. Il appelle les Belges. Et les Belges disent, vous n'avez qu'à voir, là, on a un mec là-bas là, qui vous attend.
Et la phrase c'est pas une blague, c'est une anecdote extrêmement drôle. Parce que le fonctionnaire belge est là, il y a le général américain qui arrive. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire venir? Vous avez toujours le Congo belge, vous avez plein d'uranium là-bas, combien de temps faut-il il faut l'amener aux États-Unis parce qu'on en a besoin. Nanana. Et le Belge dit, écoutez, je vous attendais, tout est prêt, c'est là. Seulement, en échange, la Belgique a dit, nous, on vous donne un coup de main, mais après la Deuxième Guerre mondiale, en échange, l'énergie nucléaire, vous allez nous le donner, pour des raisons pacifiques. D'où le fait que le BR2, là, le centre de Mol, là, vous avez une centrale nucléaire en Flandre, dans le centre de recherche qui fait tous les isotopes médicaux pour toute l'Europe aujourd'hui, parce que il se fait que tous les cancéreux, on les traite avec des rayonnements, on sort des isotopes de réacteurs de recherche, puisqu'il n'y a pas d'usine, il n'y a pas une usine qui produit des isotopes médicaux. Les isotopes médicaux, c'est le fruit de la recherche scientifique. C'est un sous-produit de la recherche scientifique. C'était la première centrale sous licence Westinghouse construite hors des États-Unis, qu'on a eu en Belgique, parce qu'il y a eu cette... Et donc, dans l'après-guerre, Eisenhower lance, disons, il y a la question du nucléaire qui apparaît dans l'après-guerre, il y a la course à la bombe, et à un moment donné, il y a des gens qui disent qu'il faut quand même qu'on gère ça un petit peu mieux. Donc ils disent on va faire les atomes pour la paix. C'est-à-dire que tout pays qui renonce à vouloir à tout prix avoir la bombe atomique, on lui donne le droit et la coopération et l'aide pour avoir le nucléaire civil. Et donc vous avez en 58, moi j'y étais, mais j'avais qu'un an, donc j'étais dans la poussette de mes parents. Il y a l'exposition universelle à Bruxelles, et on fait l'atomium, qui est une molécule de fer sur un coin. Alors c'était très drôle parce que dans cet atomium, alors que déjà on est quasiment dans la guerre froide, où les Russes et les Américains, par exemple les Russes avaient une boule dans l'atomium et les Américains étaient dans une autre boule l'atomium, et ils se partageaient. C'est une exposition sur les bienfaits, l'idée des buts communs de l'humanité, en fait, était le grand sujet sur la table. Là, vous voyez des articles très drôles dans Popular Mechanics à l'époque, sur les Russes et les Américains qui se croisaient dans l'atomium. Et donc, voilà, donc c'est devenu le symbole, autant que la Tour Eiffel est devenu symbole de Paris. L'atomium est devenu donc, le symbole de Bruxelles et de la Belgique. Effectivement, quand on a une monnaie comme le franc belge qui est basé sur un vrai engagement vers la science, vous voyez le franc belge basé sur le nucléaire, vous avez une autre volonté politique que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà.